Nous sommes aujourd'hui le 16 janvier 2018. Cela fait 41 ans. 41 ans que le peuple béninois a été victime d'une agression venue donc des mercenaires qui avaient pour objectif donc de troubler l'ordre national. Mais face à cette attaque, la riposte ne s'est pas fait attendre. Ils étaient sortis nombreux donc défendre l'honneur de la patrie. Dans les échanges de coups de feu, ils sont tombés les armes à la main, soldats et civils, donc sortis pour la cause de la nation. Aujourd'hui, la nation tout entière leur rend un hommage vibrant. Bonsoir chers amis, merci d'avoir choisi les programmes de BB24. Le grand rendez-vous nous réunit encore une fois. Au sommaire de ce programme télévisé, il va s'agir des grands défis à relever pour booster le secteur de l'agrobusiness béninois. Comme vous le savez, ils sont nombreux, ces jeunes entrepreneurs, à s'engager dans ce domaine. Mais à quel prix? Une interrogation à laquelle tentera de répondre l'expert. On en parlait hier sur cette tribune et le sujet est d'ailleurs d'actualité. La peste porcine, quel risque de cette épidémie donc sur la santé des consommateurs pour notre bien-être? Il faut le savoir, chers téléspectateurs. Les marques, les maisons de production des produits cosmétiques rivalisent pour une clientèle aussi en quête de perfection. Nous allons explorer aujourd'hui le secteur de la beauté avec Elonia Dalmeda. Et puis, les tricycles reviennent sur le tapis. On aura avec nous le chef-service accident et constat du commissariat central de Cotonou. Les enjeux que présentent ces engins pour la sécurité routière, il va nous entretenir donc sur le sujet. Alors, tout de suite, sans plus tarder, je vais bien rejoindre Ulvaeus pour les titres du journal 19h45. Ulvaeus, bonsoir. Bonsoir Karamat. Pour l'édition de ce soir, nous parlerons du souvenir du 16 janvier, une date qui rappelle à la mémoire collective l'agression des mercenaires et surtout le sens que revêt aujourd'hui la place des martyrs pour les Béninois. Nous évoquerons également le démarrage de l'année académique au centre de formation professionnelle de l'ORTB et enfin nous parlerons de la mise sur orbite internationale de la musique béninoise à travers le Bénin international musical. Voilà en gros de quoi sera fait l'actualité de ce soir. Karamata Wataou. Merci à vous, Ulvaeus Balogun. C'était donc les grandes lignes de votre édition aujourd'hui que vous allez nous présenter tout à l'heure. Chers téléspectateurs, gardez tout simplement votre position de réception. Le 19h45, c'est dans le grand rendez-vous de ce mardi. Alors, le tout premier plateau, c'est l'expert qui est déjà avec moi sur cette tribune.
Eh bien voilà, il est déjà bien installé, Monsieur Orlus Debechi. Il est technicien agroforestier. Merci d'être ici avec nous, monsieur. Le plaisir partagé. Alors, vous êtes ainsi donc un jeune entrepreneur. Oui. Alors, tout à l'heure, vous allez pouvoir partager votre expérience, n'est-ce pas, dans le domaine de l'entrepreneuriat, surtout quand il s'agit de l'agrobusiness. On sait les nombreux obstacles qui jonchent donc le parcours de nombreux entrepreneurs que nous avons, dont vous, mais vous avez pu tirer votre épingle du jeu tout à l'heure, comme je le disais, au courant nos échanges. Les téléspectateurs pourront savoir un peu qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour réussir, n'est-ce pas? Alors, mais déjà, dites-nous, selon vous, quelles sont les qualités qu'un entrepreneur doit avoir? D'abord, je dis bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. Je profite de l'occasion en même temps pour souhaiter les vœux les meilleurs pour la population béninoise. D'abord, ne viens pas en entrepreneuriat qui veut. Ne vient pas en entrepreneuriat quelqu'un qui a fini de déposer les dossiers dans les administrations sans suite. Ne vient pas en entrepreneuriat quelqu'un qui a vu l'autre prospérer dans tel domaine. Et ne vient pas en entrepreneuriat quelqu'un qui va à perte de vue. Alors, qui vient alors dans l'entrepreneuriat? Vient en entrepreneuriat quelqu'un qui a trouvé la possibilité d'apporter un plus-value à l'économie. Non seulement cela, mais répondre également aux besoins de la population. Et que cette personne doit avoir la tête sur les épaules. Parce que venir en entrepreneuriat, c'est accepter prendre des risques modérés bien sûr. Accepter prendre des risques, surtout quand il s'agit du domaine de l'agriculture. On sait un peu à quoi déjà s'en tenir. Dites-nous, est-ce que c'est facile aujourd'hui d'entreprendre, surtout dans ce secteur, l'agrobusiness, depuis la production jusqu'à la transformation et aussi la commercialisation? Bon, disons, l'entrepreneuriat n'est pas chose facile. Pas chose facile. Du moment où on s'engage dedans, c'est qu'on est prêt à faire face à tout obstacle qui peut se présenter à soi. Ouais. Donc, quand vous entrez en entrepreneuriat, c'est que l'objectif ne doit pas être un objectif fictif. Là, vous avez un objectif, faire une telle spéculation. Vous vous concentrez là-dessus. Alors, quand vous avez une spéculation sur laquelle vous voulez investir et que vous n'avez pas la possibilité d'investir dans cette spéculation, c'est que vous essayez de contourner un peu, de faire un peu ce qu'on appelle communément les à côté, pour avoir un peu de fonds pour investir. Ce qui veut dire que quand l'objectif est là, on ne s'efforce pas à aller directement sur le but. Parce que quand vous foncez, vous risquez de vous casser la tête. Alors, qui trop embrasse mal étreint, donc il ne sert à rien de viser plusieurs choses à la fois, même dans le même secteur. Il faut juste se concentrer sur une activité. Et c'est ce que d'ailleurs vous avez fait en vous investissant corps et âme dans une des filières qui aurait pu être une filière phare pour le Bénin, à savoir le cacao, puisque vous le savez, vous êtes entrepreneur agricole. Le cacao, il est parti du Bénin pour la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le tout premier pays, en tout cas, est un grand pays en matière de production de cacao. Alors dites-nous, comment est-ce que vous avez connu vos débuts et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans le cacao au Bénin? Actuellement, je suis, comme vous l'avez dit, dans la production du cacao. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches sur cette spéculation depuis 2012. Quand j'étais sur les bancs au lycée agricole Mehdi de Sékou. Donc c'est en 2013 j'ai fini et j'ai eu la chance de faire une formation en entrepreneuriat à Banikwara, le CFCE d'antan. Et j'ai fini, c'est là que j'ai démarré la production. Mais en début, l'objectif premier, c'était d'avoir une plantation de cacao. Mais j'ai été confronté à plusieurs difficultés telles que la disponibilité, j'y arrive, des terres.
Et comment faire? Du moment où l'objectif est déjà là, il faudrait que j'essaie de faire tout le maximum possible pour atteindre l'objectif. Donc ça veut dire que vous avez eu à faire les petits à côté dont vous parliez à l'instant. Tout en restant dans mon sillage. Dans votre sillage. J'ai commencé par faire la transformation du moment où la matière première était disponible. Donc j'ai commencé par faire la transformation en poudre. Et c'est ça qui m'a permis de me relever un peu. Donc, après ça, j'ai commencé par faire l'installation des plantations pour des particuliers. Vous voyez un peu. Donc l'objectif est toujours là, mais on essaie d'accumuler un peu des fonds pour atteindre l'objectif. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que, avec ce petit parcours, dans cette expérience-là, personnellement, est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que ça vous donne envie vraiment de viser encore plus haut, d'aller très loin? Aujourd'hui, là où je suis, c'est bien vrai que je n'ai pas encore atteint l'objectif final, mais je peux compter à mon actif plusieurs producteurs aujourd'hui qui peuvent me permettre d'avoir la matière première en quantité pour sortir plusieurs produits dérivés, tels que le beurre de cacao, le chocolat, les savons adoucis au beurre de cacao, la poudre et les amuse-gueules à base du cacao. Et tout ça, ça s'écoule facilement? Est-ce que vous avez un marché d'écoulement? Parce que nos acteurs agricoles, vraiment, ils rencontrent ce problème-là. Il faut déjà, comme disent les experts dans le domaine, connaître son marché, c'est-à-dire vendre avant de produire. Est-ce que vous l'avez fait auparavant? C'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. On vend avant de produire. Actuellement, je reçois tous les jours, disons presque tous les jours, des appels faisant mention du besoin du beurre de cacao au Bénin. Parce que tout ce qui est consommé au Bénin quitte le Ghana et la Côte d'Ivoire en matière du beurre de cacao. Tout appel que je reçois, ça fait mention de la disponibilité du beurre. Alors, plus question donc le marché est déjà là. Est-ce qu'il est national ou c'est à l'étranger? À l'étranger comme au niveau des nationaux. Ils font des demandes. La demande est là. On essaie de voir dans la mesure du possible comment faire de façon made in Bénin la matière, le produit fini pour que ça soit à leur disposition. Et mais puisque vous le sortez le nom, est-ce que vous êtes labellisé? Parce que pour avoir une marque, il faut avoir une certaine certification. Voilà. Est-ce que vous l'avez au sein de votre unité de production puisque vous produisez et vous transformez? Est-ce que vous êtes certifié? Nous sommes dans les démarches déjà parce qu'on ne peut pas mettre sur le marché un produit, n'importe quel produit. Voilà. D'abord, nous... Ça va directement dans les assiettes, des consommateurs. Donc, il faut les rassurer sur la qualité de ce qu'ils consomment. Donc, nous sommes déjà dans les démarches. Dès qu'on va amorcer complètement la transformation, on va prendre des échantillons, les faire analyser et avoir l'expertise, la confirmation des experts dans le domaine de la nutrition avant de mettre sur le marché les produits. D'accord. Alors dites-nous maintenant, en termes d'exploitation, est-ce que vous pensez personnellement qu'une exploitation industrielle face à une exploitation familiale, laquelle est plus adaptée pour faire de l'agro-business? Sur votre installation personnellement, quel genre de trucs vous faites? Elle est familiale ou bien... Bon, si je dois parler de moi... Oui. C'est une entreprise privée. Ouais, maintenant, les plantations sont dirigées vers la population riveraine. Je parle en ces termes parce que quand on installe la plantation, c'est la population qui bénéficie de cela. Du moment où on parle de reboisement et on fait toujours les tecs, il faut changer la routine. Bon, ce qui est fait d'habitude, il faut qu'on essaie de couper avec ça. Quand la plantation est dirigée vers les familles, ils entretiennent les plantations et ils vont bénéficier des revenus issus de l'entretien des plantations. Non seulement ça, lorsqu'il y aura récolte, ils vont bénéficier. Lorsqu'il y aura transformation, la population est toujours disponible. Et on règle un peu les problèmes de manque d'emploi dans des localités données. Plus on a de plantations, plus on contribue non seulement au problème de réchauffement climatique, parce que ça donne un couvert végétatif très important, et on règle un peu le problème de l'exode rural des jeunes des campagnes vers les villes.
Parce qu'il faut, une fois qu'ils sont rassurés, qu'ils ont de affaire voilà. où ils sont, ils n'auront plus besoin de, bon, pas d'envahir, mais de faire ce déplacement voilà. qui ne les arrange toujours pas. Parce que pour la plupart, c'est vrai, ils quittent ces centres, ces villages pour les centres urbains, les cités urbaines, mais finalement, on les voit déambuler un peu partout, voilà. Rien à faire. Alors dites-nous, est-ce que vous avez espoir aujourd'hui que le Bénin, à un moment donné, puisqu'on connaît déjà le Bénin, dans certaines filières phares, n'est-ce pas? Quand on prend le cajou, on sait que le Bénin, il est assis là-dedans et bien d'autres. Mais l'exemple du cacao déjà, est-ce que vous avez espoir que d'ici quelques petits moments, on pourra être un peu comme la Côte d'Ivoire qui table déjà dans près de 2 millions de tonnes l'an? Oui. Ça vous donne espoir? Quels sont vos moyens? Le nom de mon entreprise le dit déjà, Bénin Espoir Cacao. Avec l'espoir du Bénin. C'est une publicité, hein, je vais vous faire la facturation à la fin de l'émission. D'accord. Ben, en fait, je pense que la production du cacao vraiment est un espoir pour ce pays. Parce que d'abord, c'est une spéculation dont l'arbre ne sera pas exploité dans nos maisons. L'arbre ne sera pas exploité pour les bénisseries, la menuiserie et autres. Contrairement aux tech et autres. Du moment où nous avons assez de plantations et assez de produits et de matières premières, la matière première seule commercialisée donne un plus-value à l'économie. Et qu'en dira-t-on de la transformation? Parce que quand tu as une matière brute et que tu transformes, la transformation donne un résultat, disons, 3 à 5 fois le prix de la matière première. Vous voyez un peu. Donc, quand on a assez de plantations, on vise la transformation en même temps et puis tout se transforme au pays et tout se consomme au pays et une partie pour l'exportation. Et ça crée de la richesse, la richesse intérieure, voilà. Une plus-value, un peu comme vous le dites voilà. Tout à l'heure. Ça crée de l'emploi pour notre jeunesse, voilà. N'est-ce pas? Oui. Alors dites-nous, que faut-il faire? Parce que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait, dit-on. Que faut-il faire pour booster le secteur de l'agrobusiness, à part ces récurrents problèmes que nous connaissons, problèmes d'argent, c'est-à-dire de financement, le problème du foncier qui revient très souvent. À part ces deux-là, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour aider à sortir de l'ornière ce secteur? De façon pratique, hein, il faudrait que les privés, ou privés comme publics, ou des particuliers investissent plus dans la production du cacao. Je ne dis pas ça parce que je suis dans le domaine, mais je sais de quoi je parle. Je vais faire une petite comparaison rapidement. Allez-y, allez-y. Quand nous prenons le palmier à huile, sa durée d'exploitation, c'est 30 ans. Le cacao, sa durée d'exploitation, c'est plus de 50 ans. Allez-y toujours, on vous écoute. Quand on fait cette petite comparaison, l'exploitation du palmier à huile se limite à 30 ans. Et à 30 ans, on exploite le palmier pour ses dérivés, jusqu'à avoir le vin de palme, puis c'est fini. On déracine et puis on tend encore vers la désertification. Alors que quand on a une plantation... le cacao? Avec le cacao, vous avez une durée de plus de 50 ans. Mais au fur et à mesure que vous constatez que la plantation vieillit, vous régénérez en même temps. Et au fur et à mesure qu'on régénère, la plantation s'étend. Et si on fait la production sur une superficie donnée, vous imaginez un peu la densité du couvert végétatif. On va atténuer un peu le problème de réchauffement climatique. Et puis l'exploitation va donner encore plus d'emplois dans les zones. Au lieu que les jeunes attendent l'État pour avoir des postes dans les administrations ou dans les structures. On peut déjà soi-même faire quelque chose. Même quelqu'un qui travaille en plantation peut créer sa propre structure de distribution de produits. Mais parce que lui travaille dans la plantation. Il faut un minimum de savoir-faire. Il faut un minimum de savoir-faire avant de s'y aventurer. Tout à fait. Qu'on dise. Du moment où la personne veut s'investir dans la distribution de produits, il doit se diriger vers ceux qui ont déjà l'expérience, avoir un peu de notion, juste un peu de notion.
Alors, puisque vous invitez les gens à s'intéresser à la production du cacao, dites-nous, où est-ce qu'on peut trouver les semences? Est-ce que les semences existent? Puisque c'est la première matière, hein, c'est ce qu'il faut là. Voilà. C'est le premier élément. Oui, les semences sont disponibles. Bon, pour ne pas faire de la publicité, oui. Moi, la matière première est disponible chez moi, par exemple. Non seulement ça, à Sakété, j'ai des partenaires qui sont déjà dans le domaine de la production du cacao au Bénin. Dans la pépinière ne cause aucun problème. Si on veut même des plants, je livre des plants. Est-ce qu'on peut le faire soi-même ou il faut forcément avoir recours aux techniciens? On peut le faire soi-même, mais du moment où on n'a pas la main, le mieux, c'est de faire recours aux techniciens pour avoir des plants vigoureux. Ne serait-ce que pour les premiers pas. Voilà. Et après, parce que le cacao est très sensible au soleil dès son jeune âge. Une maison sans fondation solide, à la longue, va s'écrouler. La première des choses, c'est d'avoir des plants vigoureux, résistants au soleil. Et tout ça, là, il faut avoir de la matière pour le faire. Merci beaucoup. Monsieur Degbechi, Orlus, nous sommes déjà arrivés au terme de notre entretien, vu le temps à nous accorder. Vous êtes, je le rappelle, un technicien agroforestier et vous êtes un entrepreneur qui a connu assez de difficultés au début, mais avec votre dévouement, votre acharnement, envie d'aller loin, vous avez pu obtenir satisfaction. En tout cas, ce n'est pas encore ce que vous attendez, comme quoi l'excellence, on la cultive chaque jour. Merci d'être venu sur ce plateau. Donc, on vous raccompagne avec ceci. Merci. C'est un reportage que vous avez découvert hier, celui sur les véhicules qui ne sont ni moto ni auto. Il s'agit donc des tricycles. Retour sur ce reportage de Malini Chibozo. Communément appelés cloboto, les tricycles sont des moyens de transport qui atténuent les peines des populations. Ceci en transportant des marchandises et des personnes. Si tu as des marchandises à transporter, on peut les prendre. On remorque aussi des personnes. Et quand on parle de tricycle, il y a deux formes. Il y a tricycle pour transport de passagers et tricycle pour transport de marchandises. Très courant comme moyen de transport aujourd'hui dans les rues de Cotonou. Et pourtant, les conducteurs de ces engins ne disposent pas d'un permis de conduire approprié. Quand on prend les tricycles comme, par exemple, tricycle pour transport de passagers et tricycle pour transport de marchandises, nous constatons que la capacité cylindrique de ces tricycles-là est entre 150 et 200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut leur donner le permis, s'ils veulent passer le permis pour pouvoir conduire ces tricycles-là, c'est le permis A2. Ça veut dire que leur couloir de circulation sur la route, c'est l'extrême droite, comme les deux roues, comme les conducteurs à deux roues. Donc nous les classons dans cette catégorie-là par rapport au permis que je viens de citer. On observe à Cotonou que c'est le cas, ils ne sont pas détenteurs de permis de conduire, c'est les mêmes conducteurs de deux roues qui se retrouvent être conducteurs de trois roues. Un fait qui met à mal la sécurité routière. Le CNSR organise de temps en temps des séances de sensibilisation à l'endroit de ces usagers-là, de ces conducteurs-là, dans les gares routières, les tricycles dont nous parlons pour transport de personnes, de passagers, on les retrouve à Topa, au niveau du pont là. Ils ont un bureau, ils ont leur pack. Nous allons régulièrement sur les packs pour les sensibiliser par rapport à la conduite sur la voie, par rapport à comment partager la route avec les autres usagers de la route. Les tricycles, les conducteurs de tricycles pour marchandises, c'est difficilement qu'on a accès à eux. Eux autres n'ont pas de pack de regroupement. Ça fait que nous avons des difficultés à les atteindre. Nous sommes en train de réfléchir par rapport à la chose parce que nous avons vu que cette mode, ça a commencé par se développer à Cotonou. Les tricycles dont nous parlons, nous allons les mettre, ils vont commencer par faire la vie technique. Nous sommes en train de penser à ça. Et par rapport à ça, nous allons mettre les deux ensemble.
C'est-à-dire que quand ils viennent faire la vie technique, nous les obligeons à aller passer le permis de conduire pour avoir la catégorie conforme. Rappelons que c'est seulement en 2016 que le Centre national de la sécurité routière a commencé par tenir compte des cas d'accidents causés par les tricycles. Puisqu'avant, il n'était pas vecteur d'insécurité routière. Voilà, c'est le plateau de Autant Savoir. Après, donc, l'espère, nous sommes avec ceux-là qui ont soif de connaissances pêle-mêle, culture générale. Et comme je le disais dans l'introduction, c'est donc les tricycles encore une fois aujourd'hui. Et là, je m'en vais poser la question à Agnat Belot. Agnat, d'abord, bonsoir à vous. Bonsoir, Karamata. Oui, dites-nous, pourquoi encore cet élément nous parler encore des tricycles, des enjeux pour la sécurité routière? Alors, hier, nous avons reçu quelqu'un qui a parlé du fait que les tricycles posaient un problème de sécurité routière. Et qui mieux que le chef-service, alors, le chef-service des accidents et circulation sur ce plateau, pour nous parler justement des problèmes de sécurité routière posés par ces tricycles-là. C'est pourquoi nous avons choisi recevoir Richard Omar Kodandé. Allez-y, allez-y, il n'est pas... C'est pas un inconnu? Oui, il est de la maison. Le commissaire est de la maison. Nous sommes ensemble, comme le disent les autres. Hein. Commissaire, bonsoir. Bonsoir, mesdames les journalistes. Ce plateau, il est le vôtre, vous le savez bien. Merci beaucoup. Je voudrais sacrifier à la tradition, à travers l'opportunité que vous m'offrez, de m'adresser à tous les humains sur la planète pour leur dire mes vœux les meilleurs, et singulièrement aux téléspectateurs de la chaîne de développement qu'est BB24. Et au nom du commissaire central de la ville de Cotonou, je leur dis que nos vœux pour 2018, c'est 0 accident sur nos routes. 0 accident sur nos routes, cela passe par des comportements citoyens et par une certaine discipline et aussi une certaine connaissance du code de la route justement, qui ignore beaucoup de conducteurs de tricycles. Les tricycles, vous le savez, c'est un nouveau moyen de transport de marchandises et de personnes. Merci. Alors dites-nous, commissaire, est-ce qu'ils sont vraiment vecteurs d'insécurité, ces conducteurs de tricycles? Merci, madame. Sans embâche, je vais répondre par l'affirmative. C'est de véritables vecteurs d'insécurité. Mais je m'en voudrais de ne pas essayer de définir ce qu'on appelle tricycle. C'est des engins à 3 roues, dont 2 à l'arrière. Et là, quand il dit 2 à l'arrière, ça pose déjà le problème de déséquilibre qu'on constate. Et comme vous avez dit, c'est des moyens de transport qui sont nés ces derniers mois, pour ne pas dire ces dernières années, et qui sont de grands vecteurs d'accidents de circulation. Et pour cause, on n'arrive pas, si on n'est pas spécialiste, à dire que c'est des voitures ou c'est des motocyclettes. Non, mais justement, nous avons reçu le chef de service communication du CNSA hier. Lui, il nous disait que pour l'instant, eux, ils les considèrent comme étant des motos. C'est-à-dire ils sont autorisés à aller sur les pistes cyclables. Mais vous, en tant que, justement, chef de service accident et constat, pour vous, ils sont dans quelle catégorie? Vous comprenez pourquoi je dis qu'on n'arrive pas à les spécifier si on n'est pas technicien. Oui. Puisque nous sommes non seulement techniciens, mais des avertis de la chose, de la sécurité routière. Je voudrais vous dire, sans embâche, que c'est des motocyclettes. Et pour cause, ils ne mettent pas de ceinture. Dès lors que vous ne mettez pas de ceinture alors que vous êtes dans un moyen de déplacement. Est-ce que déjà dans le dispositif, sur l'engin lui-même, il est prévu une ceinture de sécurité aussi bien pour le conducteur? C'est ce que je dis. Dès lors que ce n'est pas prévu, c'est des motocyclettes. Et deuxième raison qui me permet de dire que c'est des motocyclettes, c'est des gens, pour la plupart, s'ils veulent être sérieux, ils mettent de casque. Alors, dès lors qu'eux-mêmes, ils mettent deux casques, c'est qu'ils se reconnaissent comme étant des motocyclistes. Alors. Et donc, ils ne sont pas des voitures. Et quand vous dites qu'ils sont vecteurs d'insécurité, ils causent des accidents, hier, on n'a pas eu vraiment les chiffres. Est-ce que vous qui êtes au service accidents et constats au niveau du commissariat central de Cotonou, il vous arrive d'enregistrer combien de cas d'accidents par jour à peu près, dû justement à ces
ces tricycles? À l'entame de notre échange, j'avais dit que c'est un nouveau moyen de transport et au prime abord, on n'a pas pris les dispositions pour spécifier les accidents dans lesquels ils sont impliqués. Et c'est lorsqu'ils sont devenus intraitables en matière de circulation que sur instruction du commissaire central, nous avons commencé par catégoriser les accidents dans lesquels ils sont impliqués. Et pour dire simplement les choses, les tricycles sont à l'origine de 5 à 10% des accidents de circulation dans la ville de Cotonou. Lorsqu'on sait que nous avons actuellement une dizaine d'accidents, on se rend compte que soit un tricycle par jour est impliqué dans un accident ou est à l'origine d'un accident. Ça, c'est les constats qui sont faits. Mais il y a que ces tricycles créent aussi des accidents pour lesquels ils ne s'arrêtent pas. Ça aussi, c'est vrai. Ils ne s'arrêtent pas parce qu'ils font vite de se faufiler. Et ils sont partis. Mais la chose la plus écœurante qu'on constate dans ce qui concerne ces tricycles, c'est que les bâchers qui sont des camionnettes et qui ont des livrets de bord, et sur ces livrets de bord, c'est mis 3 personnes, 3 places assises. Ces tricycles prennent jusqu'à 9 personnes. Ça a été dit sur ce plateau. Ils prennent plus que... Ils ne devraient. Je ne dois pas être précis parce que ce que je dis, les statistiques restent à prouver. En tout cas, ils prennent plus que les bâchers. À partir de là, vous comprenez leur place en disant qu'ils sont des vecteurs des accidents, c'est moins dit. D'accord. Mais alors, comment résorber ou tout au moins atténuer cette source d'insécurité qu'ils constituent? Très bien. Vous touchez de plein pied les solutions pour amoindrir tout au moins l'hécatombe ou le désordre que constituent les accidents dans lesquels sont impliqués ces tricycles. Il a d'abord lieu de faire prendre systématiquement le permis A2 à ces conducteurs. Ensuite, il faut leur imposer la visite technique. Troisième solution, il faut, conformément aux dispositions de la loi 65-1 du 4 mars 65, les obliger à prendre une police d'assurance et les conducteurs plus les passagers doivent mettre de casque. Même ceux qui sont à l'arrière. Parce que lors d'une chute, on ne peut... J'ai dit tout à l'heure qu'ils ne sont pas en ceinture. Donc lors d'une chute, tout le monde est à terre. Et lorsqu'on veut tomber, on ne choisit pas la partie du corps qui va tomber. Mais commissaire, c'est vrai que c'est un peu drôle, mais bon, je me dis qu'ils sont un peu... Ils ont... il y a un couvert derrière, en haut là. Oui, mais pour ceux qui sont derrière, pour ceux qui sont à l'arrière, eux, ils ne sont pas du tout protégés. Ils sont livrés à eux-mêmes. Oui, mais parfois, il y a une bâche. Il faut reconnaître que parfois, il y a une bâche derrière qui protège ceux qui sont à l'intérieur. Oui, en parlant de cette bâche qui est derrière et dont vous parlez avec insistance, vous oubliez qu'il y a que pour le goût du lucre, ils mettent encore des gens extra et la bonne dame a un pied dedans et l'autre un pied à l'extérieur. Ou bien c'est les bagages et il a ce qu'on appelle en termes techniques l'insécurité de passagers. Et ils font rapidement, avec un déséquilibre, ils vont se retrouver dans le décor. Monsieur Akondandé, vous permettez, ça m'amène à vous poser juste cette question. Dans le reportage, on a entendu que voilà, les gars du CNSR passent par la sensibilisation. Vous, en tant que policier, vous qui êtes beaucoup sur les axes routiers, quelle est l'attitude que vous adoptez vis-à-vis de ces conducteurs de tricycle, surtout quand vous êtes témoin d'une telle scène où il y a une bonne dame revenant du marché qui a une jambe à l'extérieur, une autre à l'intérieur? Comment est-ce que Nous accompagnons d'abord le CNSR dans la sensibilisation, mais la meilleure façon, la plus grande sensibilisation qui marche, c'est la répression dans le contexte béninois. Donc pour vous, tant que la répression n'a pas commencé, le message ne passe pas véritablement. Je répète, je réitère, j'insiste, la plus grande sensibilisation pour le Béninois, c'est la répression. On est si têtu. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes têtus, mais je constate que c'est un fait social et je suis d'un corps qui est le baromètre social. Donc nous avons constaté que c'est quand le ton monte que... Comme pour les changements de comportement. Bon, je ne vous le fais pas dire. Donc, nous prenons les mesures nécessaires pour, en plus de la sensibilisation généralisée, nous faisons aussi un peu de la répression. Et lorsque c'est un accident, ils viennent au service des accidents que je dirige à Cotonou, on leur demande le permis de conduire. Dès lors qu'ils n'ont pas le permis de conduire,
lui-même sait qu'il a problème. Qu'il est en infraction. Qu'il est en infraction. L'assurance également. Puisque déjà pour les 2 roues, c'est prescrit, c'est la loi qui le dit. Donc les 3 roues, ne me demandez pas de ne pas leur demander d'assurance. Donc voilà un certain nombre de mesures que nous prenons. Et ça fait que quand ils sont impliqués dans les accidents, si vous n'êtes pas attentif, ils sont partis. Et heureusement qu'ils ont des numéros derrière. S'ils partent, ils laissent les engins, c'est ça ou... Non, vous lisez, lors de leur fuite, vous lisez... sur la plaque d'immatriculation. D'accord. Mais déjà, vous avez proposé comme solution le permis de conduire, la visite technique et puis l'assurance. Mais je me demande si l'engin même qu'ils conduisent ne pose pas problème, parce que vous avez rappelé tout à l'heure que c'est deux pneus à l'arrière, un pneu à l'arrière, et le déséquilibre est vite fait. Comment est-ce qu'ils peuvent arriver à maintenir justement leur engin quand ils sont déséquilibrés? Ce n'est pas toujours évident. Je rappelle que c'est des engins hermaphrodites parce qu'on n'arrive pas à les classer dans une catégorie ou dans l'autre. Et donc, les spécialistes en matière de technique vont pouvoir répondre à cette question. Pour moi, c'est des engins qui ne devraient même pas exister. Qui ne devraient même pas hésiter, mais il faut le dire, hein, c'est quand même un moyen pour les populations de transporter leurs marchandises et de se transporter. Aujourd'hui, si cela a pu atteindre cette ampleur, c'est parce que le besoin était là, n'est-ce pas, commissaire? C'est parce que nous aimons trop l'informel. Carrément. Nous sommes champions dans l'informel. Je répète, on pouvait chercher des moyens de déplacement, des moyens en commun, que de prendre ces engins de fortune qui sont déséquilibrés et qui créent trop d'accidents. Mais en termes de coûts, ils sont encore les moins disants sur le marché. Si vous aviez un message à l'endroit justement de ces conducteurs de tricycle aujourd'hui, ce serait quoi? Je vais leur demander simplement de se conformer aux dispositions légales en prenant le permis de conduire, ou tout au moins en faisant des cours et en prenant les mesures de sécurité pour eux-mêmes et pour les passagers, parce qu'ils constituent, je le répète, une grosse source d'insécurité routière. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, vous avez entendu pour le commissaire. Alors, le commissaire a Cotandé. La solution, c'est le permis de conduire, c'est la police d'assurance et c'est aussi la visite technique pour tous les tricycles qui sont sur nos voies. Et passer sur la piste cyclable lorsqu'ils sont sur la... Ah, c'est vrai, parce que Karamat a relevé le fait qu'ils disputaient la chaussée avec les véhicules. C'est la piste cyclable, puisque j'ai dit que c'est des motos. Alors, mais demain, mesdames et messieurs, je peux déjà vous dire que nous allons recevoir sur ce plateau, si Dieu le veut bien, un promoteur d'auto-école pour nous dire si les auto-écoles au Bénin sont réellement à même de pouvoir former ces conducteurs de tricycle. Karamat Agbataou, ce sera tout pour Autant Savoir de ce jour. Merci beaucoup Agnès Bello déjà pour l'annonce de demain. Donc restez toujours à l'écoute, restez sur BB24, précisément le grand rendez-vous. Et vous aurez donc la suite avec Agnès Bello qui recevra, comme elle l'a dit, un promoteur d'auto-école toujours sur ce sujet portant sur les tricycles au Bénin. Je vous remercie, commissaire Richard Akodandé, d'être venu encore une fois nous visiter sur ce plateau. Chers amis, vous avez envie d'avoir quelques news, quelques nouvelles sur ce que Facebook a fait dans l'amélioration du fil d'actualité. C'est tout à l'heure. Et là, nous installons Adonis pour ActuWeb. On y va. Bien voilà, après le commissaire, c'est donc Adonis Bohou qui s'installe. C'est un collègue, il est de la maison, il est journaliste du site ORTB. Ici, Adonis, bonne arrivée. Merci. Mais c'est vrai que je ne vous attendais plus, mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux mouvements? On vous retrouve et ça fait plaisir quand même. Ah, intéressant, mais je ne vois pas ça sur le visage. Ah non, mais je suis contente là. Moi, je suis contente, mais je suis plutôt tentée de vous dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sens pas Adonis aujourd'hui. Ça viendra.
Alors, je le disais aux amis téléspectateurs, Facebook annonce l'amélioration du fil d'actualité. Il y a donc un changement sur ce côté. Une autre information, des utilisateurs se sont rendus coupables d'un partage, n'est-ce pas, de vidéos pornographiques, toujours sur ce réseau social, Facebook. Et puis, d'ailleurs, ce sera la première information, la régulation du Bitcoin en Europe. Eh bien, est-ce qu'on s'achemine vers la régulation du Bitcoin? Comme nous le disait hier, la valeur du Bitcoin est en chute libre. Tantôt elle accroît, tantôt elle décroît. Le ministre de l'économie et des finances français a annoncé avoir confié une mission à l'ancien directeur de la Banque de France, Jean-Pierre Landau, qui est aussi ancien gouverneur de la banque, oui, comme il le disait, qui propose des évolutions et des stratégies pour réglementer le Bitcoin. Nous refusons les risques de spéculation et les possibles détournements financiers liés au Bitcoin, a déclaré Bruno Le Maire lors de la cérémonie. En fait, les risques du Bitcoin, comme on le connaît, il y a la faillite, il y a certaines dépendances de certaines personnes. Avec heureusement, on avait évoqué certains Américains qui s'endettaient pour aller payer le Bitcoin, qui mettaient en gage leur maison. Donc, toutes les solutions qu'ils vont proposer afin de régulariser le Bitcoin pour que ça soit une monnaie stable, pour que ça ait un coût stable, pour que cela soit vraiment apprécié par les banques. C'est la mission qui a été confiée à Jean-Pierre Landau. On a besoin de régulation de Bitcoin parce que c'est un actif spéculatif, a confié à l'agence de presse le gouverneur de la Banque de France. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'une vidéo sème le trouble? Eh bien, oui. On parle de revenge porn. En français, ça fait vengeance pornographique. Ça a eu lieu au Danemark. Le fait de diffuser des images pornographiques ou érotiques d'une personne sans son consentement est une pratique lourde de conséquences pour la personne qui se retrouve au cœur de ce scandale. Il s'agit en généralité de 90% de femmes. Pour éviter ce genre de dérive, Facebook est en train de déployer des moyens pour contrôler les contenus qui transitent sur sa plateforme. Selon la police danoise, 2 vidéos et une photo montrant une jeune fille de 15 ans en situation explicitement sexuelle a été postée sur sa plateforme de discussion, Facebook Messenger. Cette vidéo a été partagée par près de 1400 jeunes internautes, dont 800 garçons. Eh bien, la police danoise a dû faire une enquête sur ces 1004 jeunes, ce qui a fait que le truc a duré très longtemps. C'est une affaire complexe qui a nécessité beaucoup de temps d'enquête, notamment en raison du grand nombre de personnes inculpées. Nous avons pris le cas très au sérieux car cela a des implications majeures pour les personnes visibles dans ce type d'enregistrement. Tout ceci doit cesser, a déclaré l'inspecteur de police, le haut-dignitaire de la police nord-zélandaise dans un communiqué de presse. Donc Facebook met au profit de ses utilisateurs un moyen de sécurisation en fait. Ça les sécurise un tout petit peu ou ça filtre puisque c'est ça aussi. Même déjà sur le Facebook, vous avez la possibilité de dénoncer certaines vidéos, certaines photos de vous. Vous pouvez les signaler comme des contenus indésirables ou des contenus pornographiques. Mais avant, pour certaines personnes qui ne sont pas directement impliquées, c'est difficile de demander cette suppression. Donc Facebook est en train de mettre un algorithme en place de telle façon à ce que quand il y a des scènes explicitement, cela soit retiré. Et ça va prendre effet à partir de quand Ils sont en train d'étudier. Ok, d'accord. Alors, pour l'amélioration de son fil d'actualité, quel est le système Eh bien, Facebook a misé dans son algorithme actuel pour favoriser les médias et les entreprises avec leurs pages. Dès 2018, comme il a annoncé à travers un message de vœux, le fil d'actualité sera beaucoup plus basé sur les amis et la famille. Dans un post publié jeudi sur sa page, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a expliqué que l'idée était de remettre en avant les contenus partagés par nos amis et notre famille au détriment donc des vidéos virales et des posts des médias. Je change l'objectif que je donne à nos équipes produits, puisqu'ils s'y concentrent à vous faire aider à trouver du contenu pertinent. Elles vont vous aider à avoir des interactions sociales plus significatives. Donc cela implique que les médias, les pages des marques et des trucs là ne pourront plus être prioritaires face aux publications des amis, de la famille, des photos. De justesse, et nous bouclons ainsi donc ActuWeb de ce mardi. L'heure, c'est l'heure à la télévision. Voici pour vous le journal.
Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h45. Voici le sommaire. 16 janvier 1977, 16 janvier 2018, il y a exactement 41 ans, la République populaire du Bénin était attaquée par les mercenaires. Les Béninois s'en souviennent. Démarrage de l'année académique au centre de formation professionnelle de l'ORTB. Une trentaine d'apprenants ont démarré les cours hier. La musique béninoise à la conquête du monde à travers le Benin International Musical. C'est une initiative de promotion. « 16 janvier 1977 et 16 janvier 2018, il y a exactement 41 ans, un groupe de mercenaires conduit par le Français Gilbert Bourgeot, alias Bob Denard, a attaqué matinalement la République populaire du Bénin avant d'être mis en déroute. Aujourd'hui, quels souvenirs gardent les Béninois de la place des Martyrs? C'est au micro de Patrick Adjagoudjou. Le 16 janvier, c'est le jour où les mercenaires dirigés par un certain Bob Denard, a agressé notre pays, le Bénin. Moi, j'étais encore au lycée technique. C'était la période transitoire, j'étais en vacances à Savès lorsque j'ai appris de la bouche d'un journaliste qui a subitement couru à la radio pour dire que l'heure est grave, l'aéroport international de Cotonou est attaqué. Ah, c'est là que je me suis réveillé pour dire qu'il doit se passer quelque chose. Quelques instants après, c'est la musique militaire. Par la suite, c'est le président Kérékou même qui a pris la parole pour annoncer alors officiellement l'agression du Bénin par une horde de mercenaires. Bon, le 16 janvier 1997 me rappelle la date à laquelle les mercenaires étaient arrivés pour agresser notre pays. L'objectif, c'était venir détruire le pouvoir en place, le régime en place en son temps. Mais malheureusement pour eux, ils ont échoué. C'est représentatif quand même. Ça, ce qui a été fait là, c'est un symbole. Oui, c'est pour nous dire que au moins au Bénin, les agresseurs ont échoué, alors qu'ailleurs, ça réussissait. C'est un monument qui a été érigé pour les martyrs du 16 janvier 1977. Donc c'est la place des martyrs. Même si officiellement, il y a eu une tentative de changer ce nom de place des martyrs en place de souvenir. Mais dans la mémoire des Béninois, cette place demeure la place des martyrs. Les souvenirs sont de deux ordres. Souvenirs d'abord moral, interne à chacun, qui doit savoir qu'il faut rester uni. Quand on est uni, on n'est pas facilement attaqué. On est inattaquable par l'extérieur. Pour moi, c'est la place de souvenir pour pouvoir permettre aux jeunes, quand ils vont jeter un coup d'œil dans le passé du pays, ils verront un élément de souvenir pour leur dire « Ah, si les gens n'ont pas pu, l'agression n'a pas pu marcher, c'est parce que le peuple béninois était resté uni. » Démarrage de l'année académique au centre de formation professionnelle de l'ORTB. Plus de 30 apprenants sont inscrits pour bénéficier des rudiments nécessaires en termes de techniques audiovisuelles. Le lancement officiel s'est déroulé dans l'enceinte du dit centre. Ramatou Lawani et Jennifer Sativi pour le compte-rendu. Ce jour, 15 janvier 2018, marque le début d'une nouvelle aventure dans la vie de notre centre de formation. Le lancement de la rentrée académique 2017-2018. Une quarantaine d'étudiants face à des formateurs et au corps administratif de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la formation professionnelle qu'offre la chaîne publique de télévision et de radio à des apprenants venus d'horizons divers. Les cours qui démarrent officiellement ce jour vont se dérouler aussi bien de façon théorique que pratique. Nous sommes, disons, la première promotion du centre de formation professionnelle de l'ORTB. Bon, si je peux m'exprimer ainsi. Ce que j'attends vraiment de nos chères autorités et de nos chers professeurs techniciens,
c'est la qualité. Les étudiants sont répartis en 4 filières, à savoir prise de vue, prise de son, montage et post-production et gestion de la production. La formation sera sanctionnée par un diplôme de technicien d'exploitation radio-TV pour les apprenants ayant le niveau BEPC et une licence professionnelle en ingénierie audiovisuelle pour ceux ayant le niveau baccalauréat. Il s'agit, selon les formateurs, d'une initiative qui vient à point nommé. Nous-mêmes, produits de l'ORTB, avons nourri depuis plusieurs années le désir d'accompagner le centre de formation de notre maison mère. C'est la seule condition pour que la profession puisse être aguerrie et prête pour le défi que nous lance désormais l'invasion que sera l'ère numérique. Lorsque vous serez formé, et vous le serez très bien, c'est à vous de démontrer que vous avez suivi. Je n'ai aucun doute dans les capacités de l'ORTB puisque j'en suis originaire. Je n'ai aucun doute dans le savoir-faire des formateurs puisque j'en suis un. Je n'ai aucun doute dans le résultat de ce qui vous sera communiqué uniquement sur la base de ce qui se passe, de l'évolution, parce que lorsque je vous dis 2020, cela signifie qu'on sera obligé dans la formation de vous apprendre à vous intéresser à autre chose qu'à pousser des boutons. Une séance d'échange s'est également tenue afin de permettre aux apprenants d'exposer leurs attentes, mais également de recevoir des conseils. La formation s'étendra sur 2 ans pour les étudiants ayant le BEPC et sur 3 ans pour ceux ayant le baccalauréat. Selon une étude récente de la Banque mondiale financée par l'organisation Bloomberg Philanthropie, investir dans la sécurité routière afin de diminuer les accidents de la route pourrait impacter significativement le produit intérieur brut des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Le rapport précise également que pour les pays qui n'investissent pas dans la prévention des accidents de la route, le manque à gagner s'élèverait entre 7 et 22% du PIB par habitant sur une période de 24 ans. Le réseau francophone en déficience sensorielle tient depuis hier son 2e forum. Cette rencontre vise à renforcer et élargir la coopération entre la France et les pays africains. Elle permettra aussi d'améliorer les conditions des personnes portant des handicaps visuels et auditifs. Suivez le compte-rendu de Yasmine Damata et de Brice Thibozo. Consolider les compétences des acteurs de l'éducation et de la réadaptation en déficience sensorielle. C'est l'objectif du 2e forum des acteurs francophones de la déficience sensorielle. Avec au départ 5 pays africains, à savoir le Burkina Faso, le Togo, le Mali, le Niger et le Bénin, le réseau s'élargit aujourd'hui à d'autres pays. C'est le cas aujourd'hui de la Côte d'Ivoire en particulier, c'est le cas aussi du Maroc avec lequel nous avons travaillé sur des projets analogues mais de manière séparée et maintenant nous allons travailler beaucoup plus ensemble. Nous avons également décidé d'ouvrir cette réflexion au domaine de la déficience auditive et à partir de là, l'un des objectifs ou des intérêts, c'est véritablement de pouvoir accompagner le renforcement d'une coopération sud-sud dans laquelle nous, Européens, nous pourrions intervenir. Nous avons construit tous ensemble, donc y compris naturellement avec les responsables de l'association béninoise, un programme et un projet qui s'appelle Kekeli Jama. La déficience sensorielle regroupe 2 types de handicap, la déficience visuelle et auditive. Pour les participants, cette rencontre est une aubaine. Travailler avec eux déjà, ça nous apporte un plus sur le plan de l'expertise, par exemple, sur le plan des données. Mais encore venir ici et rencontrer d'autres pays qui travaillent sur le domaine, nous pensons que nous allons beaucoup apprendre sur tous ces domaines et surtout sur ces 5 thématiques à développer. Et que le ministère entend vraiment emboîter le pas, à commencer d'ailleurs, mais que le ministère travaille chaque fois en collaboration avec ces structures-là. Guidance parentale, sensibilisation et repérage, accompagnement et formation des personnes portant une déficience sensorielle sont entre autres thèmes qui seront développés au cours de ces 5 jours d'assises à Cotonou.
D'ici 2020, le coût moyen de production de l'électricité à partir des ressources renouvelables variera entre 300 et 100 $ le kilowattheure. Un coût en deçà de la moyenne de génération à partir des ressources fossiles qui se situe entre 500 et 1700 $ le kilowattheure. C'est du moins ce qui ressort de la nouvelle analyse du coût de l'énergie. D'ici 2019, donc, les experts prévoient que les projets solaires photovoltaïques et éoliens sur terre les plus rentables auront un coût de production de 300 le kilowattheure ou moins. Ce prix record a d'ailleurs été atteint en 2017 pour l'énergie photovoltaïque par certains projets conduits au Chili, à Mexico, en Arabie Saoudite, à Abu Dhabi, au Pérou et à Dubaï. La musique est l'une des richesses les plus chères dont regorge le Bénin. Pour son exposition à l'international, il a été initié un projet dénommé Bénin International Musical. Pour plus de détails, je vais y arriver, suivons ce reportage de Marcel Arossi et de Mathieu Soukeni. Ça chante, ça crie et ça danse. Le BIM, Benin International Musical, rend hommage à la musique béninoise. Associant les rythmes et chants traditionnels avec des mélodies électriques, ce collectif d'artistes béninois piloté par le producteur français Jérôme Hiltinger a de quoi faire voyager. C'est à l'issue d'un accord de coopération et d'échange entre Français et Béninois que ce projet a pu voir le jour. Quand on est dans un projet comme ça de collaboration, nous allons fabriquer des contenus et raconter des histoires ailleurs, donc en l'occurrence ici, pour les ramener en France et les diffuser, les faire entendre à des publics qui ne connaissent pas, si on prend l'exemple du BIM, qui ne connaissent pas l'Afrique et encore moins le Bénin. Il faut rappeler que ce projet est porté par un Nantais, puisqu'il est porté notamment par Jérôme Hiltinger, que nous suivons depuis une dizaine d'années. Déjà précédemment, il avait travaillé sur l'Égypte. Et c'est vrai que lorsqu'il nous a parlé de son nouveau projet sur la culture béninoise, sur la musique et sur le patrimoine musical justement, et sur le patrimoine immatériel du Bénin et sa richesse culturelle, bien, très rapidement nous avons répondu favorablement. Quand je suis arrivé ici, je connaissais peu la musique béninoise et j'ai été agréablement surpris de la richesse de ce patrimoine. Je pense que dans le monde, le Bénin est le berceau, les racines de toutes les musiques qui existent aujourd'hui. Le projet apparaît bien comme une entreprise culturelle originale qui vise à mettre en avant la culture musicale du Bénin. C'est un grand honneur pour moi, une fierté, une joie pure de faire partie de ce projet parce que ça permettra quand même de faire connaître la musique béninoise un peu partout dans le monde et de raconter notre histoire. Le BIM, Bénin International Musical, c'est prendre la musique traditionnelle du Bénin, l'alléger. Parce que la musique béninoise traditionnelle, elle est lourde, elle est complexe. Et quand je suis allé dans les églises ou dans les fêtes à Gore, dans les clubs de Cotonou, la musique elle est partout ici. Elle n'est pas seulement dans ces endroits-là, mais elle est partout. La population, les enfants chantent, ça danse. Et pour moi, c'est un exemple à montrer au monde. Vous savez tous maintenant que le projet BIM est une œuvre collective. Et c'est vraiment ça que je retiens de ce qui a été dit des interventions précédentes. C'est une œuvre qui conjugue les talents et aussi la capacité créative. Et c'est aussi ceux qui se sont engagés dans ce projet. Le BIM est aussi une entreprise de communication et de formation. Le projet a été engagé au Bénin en janvier 2016 grâce à l'appui de l'Institut français et de la ville de Nantes. Merci à tous pour votre aimable attention. La suite de votre émission, Le Grand Rendez-vous, c'est avec Karamat Agbatao. Eh bien, la suite, c'est que juste après votre journal, Ulvaeus Balogun, nous allons recevoir
Heureuse Dalondé et son invité. Il s'agit du docteur Urbain Fanou. Il est vétérinaire. Il viendra nous parler un peu des risques sur la santé par rapport à la peste porcine. Et juste après, ce sera donc Elonia Dalmeda pour beauté au pluriel. Quel est l'impact donc sur la peau des produits cosmétiques que nous utilisons matin, midi et soir. Voilà pour le rappel donc des deux rubriques qui vont suivre le journal. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Heureuse Dalondé, elle est déjà là avec son invité. La peste porcine, les risques sur la santé, on en parle. Voilà, la peste porcine, les risques sur la santé. Heureuse Dalondé. On regarde d'abord sur ce reportage. L'élevage des porcs est l'une des grandes filières de l'agriculture béninoise. L'activité est assez développée et est concentrée dans les départements de l'Atlantique, du Mono, de l'Ouémé et du Zou. Nous sommes à Zinvié, dans une ferme intégrée à 33 km de Cotonou, remontant vers le nord. Contrairement aux exploitations industrielles, où la reproduction se fait par insémination artificielle, les éleveurs béninois procèdent par la méthode naturelle. Pour reproduire les porcs, on identifie d'abord les femelles. On les identifie comment? On compte le nombre de tétines qu'elles ont pour voir si elles peuvent porter une bonne quantité de petits. Donc quand on identifie les femelles, on évalue le poids par rapport à l'âge. Si le poids et l'âge sont conformes, on les reproduit. Avant de les reproduire, on observe le temps de chaleur. Le temps de chaleur s'observe par leur vulve. Quand leurs vulves sont bien gonflées et bien rouges, c'est que oui, elle est prête pour accueillir le mâle. Et nous déplaçons la femelle vers le mâle pour observer le saillie. Et ça se fait. Après le saillie, on retourne la femelle dans sa loge. Passé l'étape de l'accouplement, la truie ou la femelle du porc met 3 mois, 3 semaines et 3 jours pour mettre bas. En fonction de la qualité de cette tétine, la truie est capable de donner jusqu'à 12 porcelets, pesant chacun entre 1 et 1,5 kg. À 6 mois, il affiche un poids allant de 90 à près de 100 kg. Le porc a donc une croissance rapide, mais qui peut facilement être retardée par un manque d'hygiène et de suivi. Nous nettoyons chaque jour la porcherie. On vide l'eau de boisson, l'eau de baignoire, on vide les viandes. On nettoie et chaque 3 jours, on essaie d'asperger aussi les femelles. On essaie d'asperger tous les animaux de l'eau pour les nettoyer aussi le corps, en quelque chose de les déparasiter aussi. La production porcine existe, mais se heurte à un certain nombre de blocages, parmi lesquels l'approvisionnement en aliments et l'inexistence d'un marché d'écoulement plus rassurant. Pour la commercialisation, on a le marché. Ceux qu'on sollicite très souvent, c'est les charcutiers du milieu, ne sont pas trop rentables pour nous. Donc aujourd'hui, nous courons derrière un marché plus rentable que ça pour pouvoir rentabiliser un peu ce que nous faisons. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, les cheptels porcins en Afrique connaissent une croissance allant de 5 à 10%. Le Burkina Faso, le Nigeria et le Cameroun en sont les principaux producteurs. Voilà une viande qui est riche en graisse, mais qui continue donc de faire le plaisir de nombreux consommateurs. Mais on se demande encore une fois, cette viande infestée, qu'est-ce que cela pourrait engendrer comme conséquence sur la vie de ceux-là qui consomment la viande de porc. C'est ce dont il va s'agir sur les 15 minutes ou les 12 minutes à venir. Docteur Fanou, bonsoir. Bonsoir, Manon. Ça fait plaisir de vous recevoir pour nous parler de la peste porcine, de ses risques sur la santé. Et vous avez en face de vous Heureuse Dalondé, la spécialiste donc santé pour vous entretenir. Heureuse Dalondé, bonsoir. Bonsoir, Karamata Guataou. Oui, le sujet vous intéresse donc. On n'a pas le choix. Et oui, préoccupé par la santé des populations, voilà. Nous sommes là et on a pu avoir le docteur Fanou Urbain sur le plateau pour nous informer, pour sensibiliser surtout les populations. Alors docteur, lorsqu'on parle de la peste porcine, est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que le Bénin est un pays à risque?
Oui. D'abord, permettez-moi de présenter mes vœux. Oui, ça c'est vrai en plus. De bonnes années. Merci. Pour l'année 2018. Merci. À nos téléspectateurs du BBV4. Oui. D'accord. Maintenant, revenons au sujet. Je peux déjà dire que la peste porcine, c'est une maladie contagieuse. Et que si on va faire un peu l'historique, en août 1996, on avait eu la peste porcine au Bénin. Au Bénin. Donc là, le mal ressurgit. Exactement. C'était à René, dans le quartier de René. Maintenant, ici même à Cotonou. Voilà. Et après, dans tout le sud, ça s'est propagé. Mais actuellement, il faut dire que ces 2 derniers mois, l'actualité qui court, c'est dans l'Ouémé, Dangbo, à Djong et puis à Séné. Mais bon, ce matin même, aux environs de midi, nous avons quand même eu de sources sûres. Il paraît que des populations de Soava sont en train de jeter des porcs infectés dans le lac. D'accord. D'abord, ce qu'il faut dire, dans un premier temps, comment reconnaître les signes cliniques de cette maladie et après les sensibiliser. Quel comportement il faut avoir pour qu'on lutte efficacement contre cette maladie. Parce qu'il faut dire que la maladie n'a pas un traitement, n'a pas de vaccin. C'est-à-dire sur l'animal lui-même, carrément il faut l'abattre. Voilà, il n'y a pas de traitement, donc c'est la règle prophylactique d'hygiène qu'il faut respecter. Et voilà que vous êtes en train de dire que les constats ont révélé qu'il y a déjà des cadavres dans les fleuves. Or, ça fait une source de contaminaison pour toute la zone où le réseau pluvial peut aller. Et donc, même ça pourrait avoir aussi un impact sur les producteurs dans le secteur de l'agriculture. Pas sur les producteurs même, sur l'environnement. Sur l'environnement aussi. Et c'est vrai que le poisson ne fait pas la peste porcine, mais ça peut jeter aussi des discrédits sur les poissons. N'est-ce pas? Alors, comment reconnaître le mal? D'accord. Un porc infecté. Voilà. D'abord, il y a les signes cliniques qu'il faut regarder. D'abord, l'animal fait une fièvre. Ça peut aller jusqu'à 40, 42. Ça, c'est la température qui augmente. Et du coup, l'animal a une inappétence, ça veut dire manque d'appétit. Et l'animal est prostré. Et parfois, le déplacement, il a des difficultés pour se déplacer. Et la mortalité, c'est tout âge. Vous avez les porcelets, les grands, donc tout ce qu'il y a comme... Et ça peut dessiner même plus de la moitié jusqu'à 90% du cheptel. Déjà, quand vous avez une grande mortalité sur tout âge, et il y a une fièvre et puis un déplacement, et du coup aussi, vous pouvez trouver des taches. Voilà, c'est raison, parce que tout ce que vous dites là, il faudrait avoir un vétérinaire peut-être à côté de soi pour le savoir. Vous pouvez constater vous-même, en tant que leveur, même citoyen, vous pouvez constater sans même la présence du vétérinaire. Maintenant, les taches, ça c'est, vous avez des taches rougeâtres au niveau des pattes. On va demander au réalisateur de nous envoyer quelques images et vous allez nous dire si ces bêtes, ces porcs sont réellement infectés ou pas. Donc, on poursuit les échanges. Voilà, avec l'invité. Je peux continuer? Oui, vous parlez des taches. Donc, il y a des taches au niveau de la bas-ventre ou parfois au niveau des pattes postérieures, c'est-à-dire les pattes du derrière. Là, vous voyez des taches et ça attire vraiment votre attention que c'est la pomme. Maintenant, à l'autopsie. L'autopsie, c'est quand vous ouvrez le cadavre de l'animal. Ça veut dire que vous avez des caillots. Il y a du sang dans le bas-ventre. Dès que vous ouvrez, il y a beaucoup de sang dans le bas-ventre. Et la rate qui change de couleur et qui change même de diamètre, ça fait 2 fois sa taille normale. Ça se double, Et là, les ganglions,
qui changent même de forme. La consistance, c'est comme si c'est des caillots de sang. Dès que vous avez ce truc-là, vous savez... Que votre animal est mal en point. Exactement. Alors, docteur, ce que les téléspectateurs ont envie de... Voilà, je ne vous arrête pas. Oui, allez-y, rapidement. Ce sont des porcs infectés, là? Bon, ça, je vois des photos... Et ils sont bien poilus, hein, c'est ce que je vois. Bon, là, oui. Ce qui est devant, oui. Oui. Déjà, il y a des taches au niveau de truc là, oui. Ce qui est devant, ça peut confirmer. Donc, si vous avez des bêtes, en tout cas des porcs... Ça, c'est le signe clinique. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des laboratoires de référence. On peut faire des prélèvements, on peut faire des prélèvements, envoyer au labo pour la confirmation. Mais déjà, ces signes-là, avec la mortalité, c'est déjà l'alerte. Exactement. D'accord. Est-ce qu'il est sain de consommer une viande issue d'un animal aussi mal en point, comme on vient de le voir là? Bon, souvent, c'est une question que je n'aime pas trop parce que... je vous comprends. Parce que, vous savez, d'abord, même si le porc n'est pas malade, d'autres consomment, d'autres ne consomment pas. Oui. Les musulmans déjà. D'accord. Oui. Donc, quand vous me posez cette question, parfois j'ai des difficultés pour répondre. Moi, du coup, je ne mange plus du porc. Ce n'est pas parce qu'il y a la peste porcine. Ça, c'est lié à d'autres traditions. Maintenant, je vous dis que la peste porcine, c'est une maladie qui est spécialement pour le porc. Ça veut dire quoi? Les autres espèces, voilà, les autres espèces ne font pas la maladie. C'est pour vous dire le risque en mangeant ce porc n'est pas élevé. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous citer quelques petites maladies Non, je pense que... Parce que moi, j'ai lu quelque part... vous dire, le virus, après 60 degrés, on peut détruire ce virus de cuisson. D'accord. Maintenant, si vous ne respectez pas le délai de cuisson, on peut avoir des risques d'intoxication, mais ça... Donc, c'est pour éviter tout problème que le ministère demande l'abattage systématique. Non, c'est-à-dire le ministère demande l'abattage de la santé et de systématique. l'agriculture, bien sûr. Il y a un point qu'il faut noter, c'est-à-dire les porcs qui font cette maladie et qui essaient de survivre, ils peuvent garder, c'est ça que nous appelons surtout les porteurs sains. Porteurs sains, ils peuvent avoir le virus durant un an. Durant un an? Oui. Dans l'organisme. Dans l'organisme. Sans présenter les symptômes. Et c'est eux qui vont réinfecter les autres porcs au moment où vous voulez reconstituer votre cheptel. Donc, du coup, dès qu'il y a des foyers qui sont déclarés, on demande à abattre systématiquement les malades parce que les autres peuvent servir de réservoir après pour recontaminer. Tout à fait. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, si on a, à l'heure où nous parlons, on a encore des foyers jusqu'à ce jour, c'est que on n'a pas, il y avait eu des porteurs sains. Ça veut dire que sûrement que on n'a pas éliminé tous ces porcs. Et c'est eux qui sont en train de réinfecter encore les autres. Parce qu'il paraît que dans la vallée de l'Ouémé, de 12 000 porcs parlant du cheptel. Près de 15 000. Hein. Voilà, ils sont aujourd'hui à 500. 500 porcs. Oui, c'est possible. C'est possible parce que je vous ai dit, dès que la maladie est déclarée, ça peut tuer jusqu'à 90% du cheptel. Ça tue vraiment les porcs. Maintenant, c'est les règles d'hygiène, je vous ai dit. Voilà. Il faut déjà abattre, si réellement il y a cette maladie dans une zone, il faut abattre tout le cheptel. Et avant de l'abattre, il y a des mesures, il y a des dispositions qu'il faut prendre pour éviter... Quelles sont ces dispositions-là à prendre? Parce que c'est ce que le ministère demande aujourd'hui, l'abattage systématique. Il parle même de l'incinération et l'ensevelissement des carcasses de bêtes détruites. Mais il y a les préalables, c'est d'abord l'élaboration du plan d'urgence. Et ce plan d'urgence prend en compte l'indemnisation. C'est très important.
Et il faut le comité interministériel entre le ministère de la Santé et le ministère de l'élevage. Il faut que ça aille en conseil des ministres, parce qu'il faut dédommager. Oui, et c'est là le problème se pose. Et c'est là où le problème se pose. Docteur, moi j'aurais aimé vraiment qu'on puisse parler des risques sur la santé de nos consommateurs, puisque c'est vrai, on a parlé de... Oui, c'est important, on veut savoir, vous êtes une des voix indiquées heureuses, je crois bien, c'est ça, il faut satisfaire nos téléspectateurs, ceux-là qui nous suivent. Déjà au départ, et je le disais, cette viande-là, elle est riche en graisse, et puis pour ceux-là qui la consomment, souffrent très souvent de rhumatisme, enfin, je ne sais pas, ce sont les informations que nous-mêmes nous avons. Dites-nous, est-ce que là, elle parle de la viande de porc. On ne parle pas de porcine, hein, de peste. D'accord. Bon, moi je peux vous dire... Est-ce qu'il est conseillé? Parce qu'il y en a qui continuent. Nous avons reçu un invité hier qui a affirmé que voilà, malgré donc, cette peste porcine-là, il y a des consommateurs qui ont continué par en consommer. Est-ce que c'est bien d'y aller? Oui. Bon, ce que je peux dire concernant... je vous ai déjà informé que si on consomme cette viande de porcine, au fond, ça n'a pas d'effet sur la santé en dehors de l'intoxication alimentaire dont je parle à cause de la qualité. Je ne dis donc il n'y a pas donc de risque. Docteur, il faut le dire, qu'on entende, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Parce que vous aviez dit tantôt que déjà la consommation, le fait de bouillir déjà la viande tue... Jusqu'à 60 degrés. Jusqu'à 60 degrés tue déjà le virus. Le virus à 60 degrés est détruit. Est détruit. Oui. D'accord. Maintenant, le reste, c'est une question d'habitude alimentaire. Voilà. L'autre peut manger, l'autre peut ne pas manger. Ce que moi je voulais... Et pour des raisons de conviction personnelle. Voilà. Ceux qui sont les habitués, on ne peut pas les interdire de manger. Ah non, mais ce qu'il faut faire, moi je voulais qu'on sensibilise beaucoup plus nos charcutiers, nos éleveurs. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on constate? À partir du moment où la maladie est déclarée, parfois il y a des éleveurs qui ne déclarent pas cette maladie. Voilà. Un charcutier, lui, peut diminuer le prix. Et, je sais, il m'est arrivé une fois, j'étais sur le terrain, j'ai pris par l'autre allée, mais j'ai vu de l'autre côté les charcutiers qui sont en train de sortir avec des animaux déjà attachés. Or, normalement, ça ne devait pas se passer comme ça. Mais déjà cacheté sur le terrain, lorsqu'on a déjà sur nos marchés les viandes cachetées, est-ce que ça peut nous rassurer? Non, si la viande est inspectée avec le cachet du médecin, il n'y a pas de souci. Et c'est sur ces propos, du docteur que nous mettons donc un point final à cette rubrique Nature et bien-être qui recevait aujourd'hui donc le docteur vétérinaire urbain Fanou Heureuse d'Alandé. Oui, ne vous inquiétez pas, on aura sur le plateau dans les tout prochains jours un médecin spécialiste pour nous parler des risques sur la santé humaine. D'accord, merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Alors, on vous annonçait en titre que vous aurez la rubrique beauté au pluriel qui devrait normalement vous parler des produits cosmétiques. Eh bien, on vient de nous... dire que cette rubrique n'aura pas lieu. Nous vous présentons toutes nos excuses, mais ce n'est que partie remise. Nous revoyons vite la météo.
Eh bien voilà, il était donc question dans cette édition du grand rendez-vous des tricycles et nous avons reçu le commissaire Akonandé, Richard, il était avec Agnès Belot. Nous avons également parlé de l'agrobusiness, ce qu'il faut faire pour booster ce secteur. Et puis, à l'instant même, c'était donc la peste porcine avec Heureuse d'Anandé, la peste porcine, les risques sur la santé. Ici prend fin le grand rendez-vous de ce mardi 16 janvier 2018. Merci beaucoup d'être restés dans notre agréable soirée à toutes et à tous et à très vite.